Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire organisé par la Maison de l'Europe. Bienvenue virtuellement à la Maison de l'Europe que j'ai le plaisir de présider. Je suis Karine Daniel. Et puis surtout, bienvenue chez vous, là où vous nous suivez, dans votre salon, sur la radio, sur les ondes ou bien sur Facebook. C'est un grand plaisir pour nous d'organiser cette table ronde sur l'égalité femmes-hommes en Europe dans le champ culturel. Et je voudrais juste dire que le rôle des organisations, de l'organisation Maison de l'Europe, c'est évidemment de provoquer des débats sur les sujets qui sont importants pour l'égalité en Europe, pour le progrès social en Europe. On est ravis d'organiser cette session et je remercie par avance Maud Raffray qui a accepté de la coordonner. Je remercie tous les participants que je laisserai à Maud le soin de présenter. Et puis je remercie aussi le partenaire Radio Nantes qui rediffusera ce webinaire sous forme d'émission. Eh bien, bon webinaire et bonne réunion à toutes et à tous. Merci Karine. Donc, comme vous le voyez sur votre écran, je m'appelle Maud Raffray, je suis activatrice d'égalité femmes-hommes, donc ce qui consiste à accompagner des structures pour travailler sur les questions d'égalité, et en particulier dans le champ culturel et celui des politiques publiques locales. Donc aujourd'hui, je suis ravie à mon tour. Je remercie la Maison de l'Europe de m'avoir invitée à animer cette table ronde sur la place des femmes et la question de l'égalité femmes-hommes dans le champ culturel au niveau européen. Pour ça, on va d'abord commencer par faire un petit tour d'écran plutôt qu'un tour de table avec les 4 invités de la Maison de l'Europe ce soir. Alors, je vais faire tout simplement ni galanterie ni courtoisie, je vais faire de l'ordre alphabétique de noms. Et je vais commencer par donner la parole à Laurence Aubron pour qu'elle se présente et qu'elle présente rapidement sa structure. Et je ferai ce petit tour de table complet pour que vous sachiez un petit peu ce soir qui vous avez en face de vous pour s'exprimer sur ce sujet. Laurence. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Laurence Aubron, je suis la directrice de la radio européenne. Le premier média européen des territoires. C'est une radio associative qui existe maintenant depuis à peu près 14 ans, qui a commencé à Nantes, qui n'émettait exclusivement qu'à Nantes pendant 13 ans. Voilà, et qui, à un moment donné, est allé chercher d'autres fréquences pour émettre sur l'ensemble du territoire national. Donc nous, ce que l'on fait à Euradio, c'est de la formation européenne à partir de chez vous, donc où que vous soyez en France. Voilà, c'était de se dire que l'Europe existe sur tous nos territoires et qu'elle permet d'alimenter ce projet européen. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en onde. Au-delà de ça, Euradio, c'est également une radio-école, une académie pour des jeunes Européens qui apprennent à faire de l'Europe à partir de n'importe quel territoire, encore une fois. Et puis Euradio, mais ça on va en parler dans quelques instants, c'est également véhiculer et diffuser de la culture et des artistes européens. Merci Laurence. Alors que je ne me trompe pas, Laurence Baronne maintenant. Bonjour, donc je suis Laurence, je suis directrice adjointe du Relais Culture Europe. Le Relais, en fait, c'est une structure publique de taille petite moyenne. Hein. On est 12 dans la structure, il ne faudrait pas laisser penser qu'en fait, c'est une immense machine. Et notre travail, si je le dis très simplement, en fait, c'est de faciliter les démarches en fait, d'innovation et de coopération culturelle en Europe, avec différents points. Le premier, c'est qu'en fait, on travaille en fait avec tous les types d'acteurs culturels, vraiment du cinéma, en passant par le patrimoine jusqu'à l'éducation populaire. Enfin, vraiment une vision très très large en fait et très transverse. Qu'on prend la question culturelle dans son sens le plus large. Quand on dit innovation culturelle, pour nous, c'est très très lié avec des questions de société donc vraiment très ancrées. Et sur la question européenne, c'est pas notre travail. En partie, il travaille sur l'institution. On a une mission officielle qui est d'être Bureau Europe Creative France,
Mais je dirais que notre point d'entrée sur la question européenne n'est pas forcément celui-là en premier, et que c'est vraiment de dire, voilà, on a un territoire de vie aujourd'hui dans lequel travaillent et vivent un certain nombre d'acteurs, de personnes, et qu'on essaye plutôt de voir comment ça coopère en fait à cet endroit-là, et comment on prend aujourd'hui, on a la capacité en fait de prendre collectivement les chantiers qui sont devant nous. Et du coup, ça passe par des questions de débat, de formation, de recherche collective, d'appui à la mobilisation du financement. Voilà, très rapidement. Merci Laurence. Et maintenant, Clémentine Dauboeuf, tout droit de Belgique. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci également à la Maison de l'Europe de m'accueillir virtuellement ce soir. C'est vraiment un plaisir de venir parler de cette thématique et d'échanger avec vous. Alors, je m'appelle Clémentine Dauboeuf, je suis directrice adjointe de KEA European Affairs, qui est un centre de recherche, une consultance. On est effectivement basé à Bruxelles. Moi-même, je suis française, j'ai fait mes études en France. Et on a un rôle qui est celui, disons, de relais, d'interface entre le monde de la culture, des industries créatives et les institutions, les organismes publics, que ce soit locaux, régionaux, nationaux et européens. Donc, on a une mission double. La première, c'est de faire apporter ce conseil stratégique pour faire comprendre qu'est-ce que c'est que les ressources culturelles et créatives d'un territoire, comment est-ce qu'on peut les valoriser dans une optique économique, sociale, une optique de développement culturel ou d'ouverture internationale. Donc pour cette mission-là, on travaille avec des institutions, des autorités locales partout en Europe, de la Finlande au Portugal, en passant par l'Italie, la Grèce et les pays voisins, par exemple la Serbie ou l'Ukraine. Donc ça, c'est une première mission. Et notre deuxième chapeau, on va dire, c'est celui de projet européen. Donc on va travailler au montage de projets. On va également parfois être partenaire sur des projets européens. On est partenaire du Relais Culture Europe sur un projet de recherche Horizon 2020 actuellement, par exemple. Donc, on va faciliter l'accès au financement européen pour des projets culturels. Donc, si je devais résumer notre mission, c'est celle-ci, de faire toujours l'interface avec les institutions européennes, la Commission et le Parlement pour faire remonter les problématiques du secteur, les réalités et conseiller au mieux l'élaboration de politiques publiques qui favorisent les secteurs culturels et créatifs en Europe. Merci Clémentine. Et je vais donc terminer avec Maëlle Hougron. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis effectivement Maëlle Hougron, directeur du Nouveau Pavillon et du Festival Europhonique. Le Nouveau Pavillon, c'est une scène de ce que l'on appelle les musiques trad actuelles, c'est-à-dire la création en musiques actuelles nourrie des musiques populaires, traditionnelles européennes. Le Nouveau Pavillon, concrètement, c'est une saison de concerts à Bougnay, au sud de Nantes, un festival sur l'agglomération nantaise, des actions culturelles, de l'accompagnement des artistes professionnels et ce qu'on appelle un pôle ressources et expertise qui a pour objet de produire de la parole éditoriale sur les musiques trad européennes. Voilà pour le petit panorama. Merci Maëlle. Et puis, je vais aussi présenter Anissa Chamy, qui est chargée de communication, je crois, de la Maison de l'Europe à Nantes et qui aujourd'hui est aux manettes pour assurer l'organisation de ce webinaire, qui a fait l'interface avant et puis qui là va faire l'interface avec vous, spectateurs et spectatrices, et qui me fera signe quand il y a des questions. Alors, l'essentiel des questions seront plutôt en fin de webinaire parce que nous avons donc la chance d'être retransmis par Euradio et donc nous allons nous tenir à un format radio d'environ 55 minutes maximum d'interaction, de discussion entre nous, mais nous pourrons poursuivre ensuite avec des échanges avec le public qui seront malheureusement hors ligne, mais c'est le privilège du live, on va dire, pour ce soir. Alors, ceci étant dit, on va pouvoir se lancer sur le sujet de la culture en Europe. Moi, je voulais un petit peu vous introduire vos expériences locales et je vais introduire avec celle des médias de Laurence, avec une statistique non pas européenne parce que je ne la connais pas. C'est peut-être un sujet d'ailleurs sur lequel nous serons amenés à parler.
c'est la difficulté aussi d'obtenir des informations chiffrées, continues, qui seraient menées dans le cadre d'observatoires qui sortent des statistiques annuelles, tout ça, en fait, c'est assez peu, ça n'existe pas aujourd'hui au niveau européen dans le champ culturel en tous les cas. Donc là, il se trouve que le ministère de la Culture français vient de sortir son édition annuelle de l'Observatoire d'égalité femmes-hommes. Donc, nous avons des données toutes fraîches d'hier et dans lesquelles on peut voir que les femmes représentent 48% des détentrices de cartes de presse, mais elles ne sont que 19% des femmes sont directrices de stations dans le réseau France Bleu. Donc ça, c'était des données de l'année dernière parce qu'elles n'ont pas été actualisées. Mais enfin, ça ne doit pas être tellement différent. Donc 19% de femmes directrices de stations France Bleu. Laurence, tu vois, tu es une des rares femmes directrices de médias. Et puis, c'est aussi le rôle qu'elles jouent, c'est-à-dire que les femmes sont à 38% des expertes à la radio. Et elles ne sont que 27% des invités politiques. Donc, ça pose la question de la place des femmes sur la parole dite d'autorité, qui est liée soit à l'expertise, soit au mandat politique le plus souvent. Donc voilà, ça montre un petit peu le chemin qu'il reste à faire et c'était une façon d'introduire le contexte dans lequel Laurence se trouve en tant que directrice d'un média radiophonique européen. Laurence, est-ce que tu veux bien aussi nous parler du début de cette aventure radio en tant que femme fondatrice d'une nouvelle radio et puis nous dire comment tu as cheminé sur le terrain de l'égalité femmes-hommes à travers ton action au sein de cette radio? Oui, alors je vais me lancer. Je ne suis pas que directrice, je suis également fondatrice de ce média et j'insiste là-dessus parce qu'il y en a, tu le disais, directrice, il n'y en a pas beaucoup. Et alors, créatrice de médias, eh bien, il y en a encore moins, en fait. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui donnent l'exemple de Françoise Giroud en disant, ben voilà, elle a créé l'Express. Mais non, Françoise Giroud n'a pas créé l'Express, elle l'a récupéré de son mari. Voilà, donc après, elle a fait plein de choses pour changer la condition des femmes à l'intérieur et des femmes journalistes, en tout cas, et la prise de pouvoir de journalistes femmes dans ce média. Mais n'empêche qu'il y a toujours un plafond de verre quand on atteint un peu voilà, ces postes-là, et qui est, on peut être journaliste, on peut être rédactrice, directrice, il n'y en a pas beaucoup, quoique là, en ce moment, ça change considérablement. Si on prend aujourd'hui le panorama français, on a à la tête de Radio France, on a une femme, à la tête de Radio Nationale, à la tête de France Télévisions, on a une femme, donc on a 3 femmes. Mais c'est après que ça se corse. Voilà. C'est-à-dire que c'est très, très difficile de partager le pouvoir après encore plus haut. Voilà. Donc, nous, on a commencé, on a toujours accordé, enfin, j'ai toujours accordé une grande place aux femmes autour de moi. En dehors du fait que je les aime énormément, c'était également très important pour moi, de toute façon, voilà, de se dire il faut avoir une représentation de femmes si tu crées un média. Et je suis allée chercher donc une autre femme quand j'ai commencé, qui était Christine Lassalle, qui a été présidente pendant très très longtemps de radio. Et j'accorde toujours beaucoup d'importance à une grande mixité au sein de la rédaction de radio. Donc voilà, chez nous, ça n'a pas été, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je pense qu'on le fait plutôt bien. Et après, voilà, nous, dans le média radio, il y a aussi l'importance qu'on accorde également aux femmes dans les sujets radio. Tu le disais, moi je pense qu'aujourd'hui les médias ils sont prescripteurs d'un tas de choses. Voilà. S'ils ne donnent pas l'exemple,
on n'y arrivera pas. Mais c'est pas simplement l'exemple, voilà, pour l'égalité. Enfin, cette problématique-là, elle est pour tout, en fait. Comme on est prescripteur, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une mixité sociale, il n'y a pas d'accent dans les médias, il n'y a pas, voilà, il manque un tas de choses. Donc, c'est certainement avec eux qu'il faut lutter et essayer de combattre. Donc, du coup, nous, à Euradio, donc, on a essayé de mettre en place des sujets où il y ait autant de femmes que d'hommes, de faire attention à ce que les femmes ne soient pas relayées simplement que sur certains sujets quand on les a dans les sujets, c'est-à-dire pas seulement à parler jardinage, à parler communication, à parler éducation ou à parler culture. Voilà, c'est d'aller les chercher au-delà de ça. Et puis après, on a fait un autre travail, mais dont on va certainement parler, qui est et qui nous tenait à cœur, c'était parce qu'on entendait cette problématique depuis très très longtemps, c'était de mettre en place une programmation musicale qui soit paritaire. Alors, j'invente rien, hein, parce que je voudrais quand même dire qu'il y a quand même des gens qui ont essayé de secouer, de remuer tout ça. Et le premier qui l'a fait, c'est un garçon qui s'appelle Stéphane Amiel, qui a lancé un festival il y a plus de 10 ans de ça, qui s'appelle Les Femmes s'en mêlent, et qui a essayé de travailler sur la découverte d'artistes femmes. Et il a quand même lancé son festival, voilà, qui perdure. 20 ans. Il y a 20 ans, je crois. Oui, il y a même 20 ans, voilà. Il y a une autre artiste qui est une Suédoise, une chanteuse suédoise qu'on connaît bien, hein, qui s'appelle Lykke Li. C'est la célèbre interprète du Follow the River, du film de la vie d'Adèle, qui, elle, a lancé en 2019 un festival qui est un festival 100% femmes également. Voilà. Donc, c'est tous ces gens-là qui ont fait aussi qu'à un moment donné, voilà, on s'est dit, à Euradio, on est un média, on a fait différentes choses, on réfléchit, on analyse différentes façons d'être justement dans l'égalité. Est-ce qu'on ne se lancerait pas réellement dans une programmation musicale paritaire? Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses, hein, parce qu'il a fallu porter ce projet pour promouvoir des artistes femmes, voilà, promouvoir la notion de parité. Ça, c'était le deuxième objectif. Et c'était de se dire, on entendra autant d'artistes femmes que d'artistes hommes. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, hein, parce que c'est assez compliqué, en fait, à mettre en place, parce que si on prend un média normal et si on ne travaille qu'à partir du flux qu'on reçoit et donc des disques qu'on reçoit, forcément, on ne fait pas une programmation musicale paritaire. C'est sûr et certain. Donc, ça demande un vrai travail. Alors, ça semble difficile à atteindre au départ. Il y a plusieurs raisons qui ont été invoquées, hein, pour expliquer cette situation. Il y a des gens qui ont dit, voilà, il n'y a pas suffisamment de production de femmes. Alors, c'est pas vrai. Il y a suffisamment de production de femmes. Mais à un moment donné, pour le faire, il faudrait qu'on marche tous ensemble. C'est-à-dire que ça serait plus facile si production, diffusion, l'industrie musicale qui marchait ensemble pour pouvoir promouvoir en fait ça. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est ce sur quoi nous on aimerait maintenant travailler. Mais en tout cas, voilà, on se disait qu'il fallait à un moment donné que les activités musique soient chapeautées aussi par des femmes, et pour qu'elles soient représentantes de ces institutions et qu'à un moment donné, elles puissent faire sortir également toute cette production. Mais aujourd'hui, il y a autant d'artistes femmes que d'artistes hommes à l'antenne. Nous, on répond non, ce n'est pas une question de pénurie. Mais c'est une question de travail. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher, nous, dans les autres pays européens et chercher dans les labels indépendants. Et comme personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, c'est un petit travail de fourmi, quoi. Voilà. Donc, même si Stéphane Amiel l'a fait, si Lykke Li le fait, si d'autres festivals le font, c'est pas easy de trouver les outils pour mettre en place cette programmation musicale. Voilà. C'est pour ça que je parlais de chaîne tout à l'heure. C'est que comme elle n'existe pas, faut vraiment se retrousser les manches pour aller les chercher. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire là à Euradio, voilà, d'aller chercher
je ne sais plus quelle était ta question, hein, je suis en train de me perdre là. Non, c'est bien. Non, justement, c'est concrètement, donc vous avez confié une mission à quelqu'un qui a fait ce travail de fourmi. Voilà, alors on a confié cette mission alors, à un garçon, à 2 garçons d'ailleurs, qui sont Laurent Maréchal et Guillaume Baudry. Alors, ils n'étaient pas tout seuls, mais du coup, voilà, Laurent Maréchal parce que c'est quelqu'un de très engagé, voilà, sur la ville de Nantes et qu'on connaît bien, et engagé auprès de cette cause de cette cause pour les femmes et l'égalité. Voilà, Guillaume Baudry parce que voilà, c'était un jeune garçon et qui avait aussi envie de travailler sur quelque chose comme ça. Donc c'était important pour nous de les accompagner, mais si on compte, ça fait 5 personnes qui s'occupent réellement aujourd'hui de la programmation musicale de radio, voilà, pour mettre ça en place. On peut citer aussi voilà, Hélène Lévesque qui s'est beaucoup investie aux côtés des deux garçons. Voilà, et puis plein d'autres personnes, hein, puisqu'il y avait aussi un service civique, une jeune femme également qui fait des chroniques aujourd'hui sur cette programmation musicale paritaire. Donc voilà, c'était compliqué de la mettre en place, et on a travaillé à partir de différentes lignes directrices, hein. Alors, on a rajouté des complications parce que nous, il fallait aussi que les titres soient européens. Voilà, donc il fallait qu'on respecte également des engagements qui étaient des engagements du CSA, donc les 35% de titres francophones. Il fallait qu'on respecte aussi que 15% des titres ne soient ni anglophones ni francophones. On voulait une proportion de nouveautés et coller à l'engagement CSA qui était 80% de nouveautés. Nous-mêmes, on ne voulait pas plus de 3 titres d'une artiste simultanément en rotation. Voilà, et donc voilà, on a rajouté en plus à la difficulté de la parité. Et en plus, on a rajouté une autre difficulté européenne, c'était les langues par rapport à ces artistes. Le fait qu'elles ne chantent pas seulement en français et en anglais. Donc voilà, voilà ce qu'on a essayé de faire. Mais on savait que c'était en posant de toute façon des gestes concrets qu'on arriverait à un moment donné à faire peut-être avancer les choses et à se dire, est-ce qu'on peut être rendre les choses possibles, c'était en donnant l'exemple. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire bouger à notre niveau, à partir du local et à partir du territoire, peut-être les autres structures qui sont sur le même territoire. Voilà. Et je pense que oui, en fait. Je pense que ça fait des petites ondes de choc. En tout cas, les gens se sont emparés de ça. Il y a eu beaucoup de communication autour de ça. Et je pense que ça a fait bouger, en tout cas, pas mal de choses. Et est-ce que tu as des retours d'auditeurs et d'auditrices sur le sujet? Est-ce que ça vous a fait, est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné une nouvelle audience, ou à contrario, est-ce que vous avez eu des réactions négatives? Après tout, on peut aussi se le demander. Et la deuxième question qui me vient à l'esprit aussi, c'est est-ce que ça vous a mis encore davantage en lien avec des nouveaux festivals ou des lieux de diffusion de musiques actuelles qui viendraient maintenant puiser dans votre formidable réserve à programmation, en fait? Alors, on n'a pas de retour négatif du tout. Je crois que c'est même plutôt apprécié, en fait, ce que l'on a fait. D'ailleurs, on le voit parce que sur les outils de communication, on voit bien que voilà, ça retweet beaucoup. Nous, on a participé l'autre jour au 8 mars, mais en fait, vous savez que depuis qu'on a lancé cette programmation, on fait le 8 chaque 8 du mois, par exemple. Voilà. En plus d'avoir cette programmation, on met encore plus la lumière sur les femmes dans la programmation tous les 8 du mois.
Quant à est-ce que du coup ça nous a mis en lien avec, avec pas mal d'autres structures, oui, pas mal d'autres structures, pas mal d'autres réseaux voilà, qui nous ont aussi permis voilà, de voir ce qui se passait et ce qu'on pouvait programmer. Il y a des gros réseaux, il y a le réseau Shisetsu, voilà, dont les garçons se sont beaucoup rapprochés pour programmer. Il y avait également un autre réseau d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, alors je suis désolée, je le retrouverai peut-être tout à l'heure. Voilà, un autre réseau européen qui faisait que du coup, voilà, on s'est rapproché d'eux et ça nous a donné aussi une belle vitrine de ce qu'ils pouvaient faire et de ce qu'on pouvait faire. Voilà. Et puis, comme on va chercher beaucoup, oui, bien évidemment, on découvre un tas de petits festivals, on se rend compte que voilà, on n'est pas éloigné de ce que peuvent programmer également des festivals européens. Donc, ce qui montre bien que du coup, voilà, on va les chercher. On les connaît très très peu en France, mais on voit bien que du coup, voilà, on n'est pas très loin de ce qui est programmé en émergence, en artistes nouveaux dans d'autres pays, quoi, mais qu'on n'entend pas du tout en France. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Laurence, pour ce témoignage. Moi, personnellement, ça me donne plein d'idées parce que j'accompagne aussi des structures culturelles à qui je parle souvent de radio, mais là, tu viens de me donner des billes supplémentaires pour vous mettre en lien parce que, et là, ça va me faire une parfaite transition vers Maëlle. Je ne sais pas si vous diffusez beaucoup de musique trad actuelle et si Maëlle y a jeté une oreille, mais maintenant, j'aimerais avoir justement ton témoignage en tant que directeur programmateur de cette scène qui est à la fois un lieu permanent, le nouveau pavillon, et un festival europhonique, donc un temps particulier qui se déploie dans toute l'agglomération nantaise et qui est donc dédié aux musiques trad actuelles, mais européennes. Donc, et à toi aussi, comment cette question de l'égalité est arrivée dans ton champ d'action professionnel? Parce qu'on peut dire que c'est une question qui sociétalement s'installe. Maintenant, comment elle s'installe et comment elle vient questionner et voir muter les pratiques professionnelles des professionnels de la culture? Merci. Alors déjà, je fais une petite parenthèse introductive, mais je suis assez admiratif de tout le travail que vient d'exposer Laurence. On a cheminé ensemble à plusieurs reprises, notamment dans le cadre d'Europhonique, et j'ignorais, pour être franc, l'ampleur de ce travail. C'est assez admirable et assez inspirant. Et alors, concernant mon témoignage, je précise d'emblée que c'est un témoignage de terrain, d'un professionnel du milieu et homme, qui plus est. Donc, j'ai aucune prétention d'être ou expert ou exemplaire. Comme tu l'exprimes, Maud, on est vraiment dans la façon dont ça vient interroger nos pratiques. C'est une volonté de s'interroger et d'avancer. Et puis l'invitation était également motivée par le fait que nous organisions avec le nouveau pavillon, en fin de semaine, des rencontres professionnelles nationales sur la question de la place des femmes dans les musiques trad. Alors, j'ai eu envie de partir d'un constat et de poser la question des chiffres aussi, de reprendre un petit peu les chiffres pour se remettre la tête dedans. Et il y a un constat général qui est évident, c'est qu'il y a un vrai problème concernant la place des femmes dans le monde de la culture, ou les mondes de la culture, parce que c'est pareil, je serais évidemment plus à l'aise pour parler des musiques actuelles en France que des arts visuels en Hongrie. Voilà, chacun ses limites aussi. J'ai repris quelques données tirées d'une étude de 2019 les données étaient produites par Audience et c'est une étude qui est disponible entièrement sur le site du Centre national de la musique. Dans le champ des musiques actuelles en France, on a actuellement 34% de femmes artistes professionnelles, 25% de techniciennes. Le salaire d'une femme est en moyenne 21% inférieur à celui d'un homme pour les postes permanents, etc. Et ce sont juste quelques exemples parmi les très nombreuses informations de l'étude qui est très, très intéressante à lire. Comme l'a dit Maud, le ministère de la Culture vient également de sortir son Observatoire de l'égalité 2021, qui souligne quelques petits progrès ces dernières années, mais qui confirme dans l'ensemble que le champ culturel français connaît de très fortes inégalités. J'ai noté par exemple 30% seulement de femmes au poste de direction de l'administration culturelle et de ses opérateurs. C'est très très peu. Donc, je vais même compléter. Parce que si on s'intéresse qu'au champ des musiques actuelles, donc les scènes labellisées, qui sont les scènes musiques actuelles labellisées par l'État, ce que n'est pas le nouveau pavillon, hein, mais c'est 17% de femmes à la tête
des SMAC. Donc, c'est vraiment la discipline dans laquelle les femmes sont qui est le plus à la traîne sur la place des femmes. Et c'est vrai aussi en matière de programmation, puisque la dernière enquête de la FEDELIMA, donc, qui est la Fédération des lieux indépendants de musiques actuelles, qui rassemble toutes les SMAC, mais aussi tous les lieux, beaucoup plus de lieux et de festivals qui sont de plus petits et pas nécessairement labellisés, et qui comptent seulement 17% de musiciennes donc programmées sur les scènes. Donc on est un petit peu mieux en matière de lead artistique, mais ce qui montre que les femmes sur scène, si elles ont le lead, elles ont à peu près un quart de chance de s'y trouver, et sinon au total elles ne représentent que 17% de l'ensemble des musiciens que nous allons voir collectivement sur les scènes françaises de musiques actuelles. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel il y a beaucoup à faire en matière d'égalité. Je te repasse la parole, excuse-moi pour cette intervention. Aucun problème, au contraire, non, c'était vraiment l'objet. Je voulais commencer par ça, le fait de dire le problème est global, le problème est général, mais dans les musiques actuelles, on est particulièrement mauvais, pour le dire très clairement. Donc, si on est optimiste ou positif, on se dit qu'on a plein de marge de progrès. On peut faire beaucoup mieux très facilement. Et donc, l'idée de ce témoignage que je voulais apporter, c'était le fait de se dire, à un niveau individuel, une fois que le constat est posé, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je commence par contextualiser un petit peu, puis Maud, tu m'invitais à le faire, sur, au niveau du nouveau pavillon, comment cette question a été abordée. C'est une question dont on s'est saisi relativement tôt. Quand j'ai pris la direction de la structure en 2018, donc c'est hier, hein, c'est très récent, la saison qui avait été conçue par mon prédécesseur exprimait justement, explicitement, la volonté de mettre en avant des projets artistiques portés par des femmes. Et il y a une petite spécificité esthétique, c'est que d'autre part, dans les musiques trad actuelles, nous sommes des musiques héritières de la contre-culture des années 70, donc plutôt nourries influencées par des milieux assez progressistes, et donc un petit peu moins en retard que d'autres là-dessus. Alors attention, je dis bien un tout petit peu moins en retard, hein, donc on n'est pas du tout des exemples non plus, loin s'en faut. Au niveau du nouveau pavillon, on a une équipe qui est à 50-50 au niveau des professionnels, 50% femmes, 50% hommes, mais avec une nuance de taille à apporter, c'est que les postes de cadre à l'heure actuelle sont tenus par des hommes. Donc il y a quand même un déséquilibre encore réel. La gouvernance associative est plus exemplaire parce qu'on a également une parité stricte au sein de notre conseil d'administration, mais la présidence et la vice-présidence sont portées par des femmes. J'ai sorti ma calculatrice pour regarder les 4 dernières saisons du nouveau pavillon, et on est entre 25 et 40% de femmes au plateau. C'est à peu près cohérent avec le pourcentage d'artistes femmes professionnelles, parfois un peu au-dessus, parfois un peu en dessous, généralement au-dessus des moyennes constatées sur des scènes comparables. Maud, tu citais les 17% dans l'ensemble des musiques actuelles. Et selon les saisons, on a des leads, donc des personnes menant les projets artistiques, qui sont entre 24 et 54% féminins, entre 12 et 23% mixtes. Donc c'est très, très variable. Je fais une petite précision méthodologique si vous avez envie de prendre nos plaquettes pour vérifier ça, c'est que je ne compte pas les concerts des étudiants du pont supérieur. S'agissant d'étudiants, c'est une promotion, donc on n'a pas évidemment de choix à faire là-dessus. Il y a un fait intéressant concernant les leads féminins, c'est que donc on a quand même un nombre relativement important de leads féminins sur nos scènes, sur notre scène au regard des tendances nationales, plus d'un tiers en général, mais avec un nombre de femmes au plateau qui n'est pas proportionnel. La réalité, c'est qu'on a de nombreux projets portés par des femmes qui comprennent une majorité d'hommes artistes. Et c'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on questionne, mais qui est hyper criant en fait quand on sort les chiffres, et qui m'a fait penser à un point soulevé par un texte passionnant d'une artiste bretonne qui s'appelle Marthe Vassallo. Le texte s'appelle « Fantôme ambivalent et cocktail toxique, être une femme en musique bretonne aujourd'hui ». Il est disponible en libre accès sur son site. Et elle parle de visibilité sexuée et d'hypervisibilité. Donc, je fais très rapide et elle le définit bien mieux que moi, mais c'est le fait grossièrement qu'une seule femme au plateau sera remarquée comme femme, tandis que de nombreux hommes ne le seront pas comme hommes, ce qui biaise le ressenti que l'on a du nombre de femmes au plateau quand on ne s'attache pas à quantifier strictement. Si je reviens sur les 17% dont tu parlais, Maud, je pense qu'on demanderait aux spectatrices et spectateurs de faire une estimation. Je suppose qu'on serait fortement au-dessus dans les impressions que les gens auraient, mais aussi parce qu'il y a cette réalité-là. Une femme sera reconnue en tant que femme alors qu'un homme en tant qu'artiste, point final. Oui,
En fait, ça, c'est une question de psychologie sociale, en fait. Il y a de nombreuses études qui montrent que c'est pour ça on ne peut pas parler de mixité avant d'être un minimum un tiers, en fait, de l'un des deux sexes, parce qu'en fait, en dessous, on est réduit à son critère de différenciation par rapport au reste du groupe, en fait, avec toutes les injonctions supposées ou réelles qui vont avec, en fait. Donc, c'est vraiment très important de savoir que si on n'atteint pas un minimum d'un tiers et même plutôt 40%, eh bien, on est perçu et on se perçoit en tant que femme, par exemple, en tant que groupe minoritaire, contrairement aux autres, donc là, en l'occurrence, les hommes, qui, eux, vont être perçus pour le rôle qu'ils jouent sur ce plateau-là, en l'occurrence. Ouais, Voilà, je m'arrête là. non, mais c'est exactement ça, et c'est une vraie problématique, en fait, parce que ça biaise même notre propre analyse de nos pratiques. Et quand on échange avec des homologues sur les perceptions dans d'autres pays européens, on peut trouver des nuances ou des exceptions partielles, en Irlande par exemple, mais sans pour autant généralement se libérer de l'assignation à une fonction féminine pour la femme artiste, là où l'homme artiste n'est pas considéré comme l'élément masculin, mais comme un artiste. C'est exactement ce que tu viens de dire, Maude. Et après, je pense que pour la dimension européenne, je fais une petite parenthèse, mais certaines personnes présentes ce soir pourront apporter un regard plus précis que le mien, notamment sur les initiatives concrètes à l'échelon de l'Union européenne. Moi, je reste vraiment aussi dans du témoignage de terrain, donc y compris pour l'ouverture européenne. Et pour en revenir à l'exemple concret du nouveau pavillon, la question, c'est donc celle du nombre de femmes au plateau, qui est liée également aux inégalités d'accès aux carrières professionnelles, mais évidemment pas qu'à ça, mais elle est aussi liée à des assignations à des fonctions genrées, notamment sur la pratique instrumentale. Une femme violoniste étonnera beaucoup moins qu'une femme percussionniste, encore maintenant, on l'observe sur nos soirs de concert, dans les réactions du public, dans les remarques. Donc c'est toujours de l'informel, hein, mais c'est quelque chose qui est assez prégnant. Ça rejoint le fait d'associer les femmes à certains sujets et moins à d'autres de façon générale dans les médias, comme l'exprimait Laurence juste avant ma prise de parole. Je me suis amusé aussi à centraliser des témoignages collectés de façon informelle, à gauche, à droite, y compris chez des programmateurs hommes assez jeunes. Et ces témoignages montrent le fait que ne serait-ce que de se poser la question de la place des femmes au plateau fait peur, parce que ça questionne des enjeux de pouvoir, une programmation étant par essence un espace de choix, de sélection, et donc de pouvoir. Ça peut même être un enjeu de blocage, et c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, notamment lorsque plusieurs structures s'associent pour un partenariat, on négocie ensemble nos choix de programmation, et si nous, on dit, bah oui, mais c'est très masculin, ça peut créer des crispations assez fortes, voire des partenariats qui sautent. Donc il y a une notion de clivage, il y a une dimension clivante qui est encore, fort malheureusement, très vivace et très prégnante dans nos réalités professionnelles. Je parle principalement de la programmation, d'une part parce que c'est ma réalité professionnelle, et puis parce que c'est l'espace le plus visible et marquant, et qui vient interroger toute une chaîne. La programmation, c'est en bout de chaîne de la pratique des musiciennes et musiciens en amateur, à celles et ceux qui accèdent à la professionnalisation, en passant par la question des choix de programmation, donc vraiment là, le rôle que des personnes faisant le métier que je fais vont avoir. Sur cette dernière question, c'est pour nous au Nouveau Pavillon, et donc pour moi, un point de vigilance. Alors, sachant que je ne me fixe pas de quota, mais le nombre de femmes et leur place dans les groupes, c'est un critère que je prends explicitement en compte. Concrètement, je programme en 2 phases dans chaque année. Une première de repérage, entre guillemets, à la volée, au cours de laquelle je liste mes pistes, je glane des concerts, des choses qui me semblent intéressantes. Puis une seconde phase avec laquelle je bâtis la programmation concrète. Et c'est à ce moment-là qu'intervient cette vérification et cette attention particulière. Et parfois, le fait d'aller rechercher, de se remettre, entre guillemets, en campagne pour retourner chercher des projets si je considère que là, il y a vraiment une disproportion qui est criante et qui est terrible à présenter. Comme l'a très bien expliqué Laurence, ça demande un travail volontariste et ça demande une démarche et ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon passive, sinon rien n'évolue. Alors, bien entendu, ce n'est pas une science exacte. Je citais nos propres chiffres qui sont loin d'être exemplaires encore et qui peuvent être très variables. Et il y a de nombreux autres paramètres qui entrent en compte. La disponibilité des artistes, la disponibilité de notre lieu, les équilibres esthétiques, les équilibres de forme, le soutien aux projets émergents qui, dans notre cas, est un enjeu fort. Enfin, voilà. Donc, je conclus ce premier petit tour d'horizon en rappelant que c'est une question qui prend bien heureusement de plus en plus de place dans les réflexions professionnelles. On a le fait que, par exemple, dans les dossiers de subvention, ce soit un critère qui nous soit demandé maintenant,
qu'il y ait des travaux qui soient entrepris par des collectivités, par l'État, par le Centre national de la musique. Mais pourtant, on est encore avec un chemin à parcourir qui est énorme et de nombreux points que je n'ai pas abordés. Alors, je suis resté sur des points sur lesquels je pouvais parler assez confortablement, mais je n'ai pas parlé de la place des femmes techniciennes, je n'ai pas parlé des droits maternité pour les intermittentes. C'est un sujet particulièrement douloureux avec la situation de crise actuelle, les violences sexuelles et sexistes dans le milieu professionnel, etc. Donc, il y a un champ de travail qui est monumental. Et je pense que le plus facile pour nous est de commencer par ce sur quoi on a capacité à agir de façon directe et immédiate. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle. Moi, j'aurais plein d'autres questions, mais je vois le temps qui file. Donc, du coup, je vais laisser plutôt réagir nos deux invitées européennes. Et alors, Laurence, Laurence, par exemple, qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux témoignages d'expériences locales, de terrain, pour aller chercher une meilleure représentation des femmes? Alors, déjà, je vais essayer de voir comment, en fait, ça m'inspire 2-3 choses et je vais essayer de me mettre moi-même à mon endroit, en fait, donc très situé à Paris, au relais et dans notre travail, puisque je pense que c'est important et qu'il n'y a pas d'un coup un truc qui passe à l'Europe et puis ça fait plusieurs choses, je pense. Le premier, c'est que ce qu'on voit qui remonte finalement de beaucoup d'études et de ce qu'on, c'est que c'est pas un sujet ou c'est pas quelque chose qui est simple à traiter, c'est un vrai changement systémique en fait. Ça va des questions de représentation, des questions de bien conscient, jusqu'à des questions de participation à des processus de décision, de salaire, de rapport entre la vie privée et la vie professionnelle. Et que là, on a vraiment quelque chose qui est un chantier en fait d'ampleur et qui est aussi très représentatif des transformations qu'on a à prendre en fait dans les sociétés. Et que c'est pas quelque chose qui est juste une loi à un moment donné ou juste le prendre par un bout, mais en fait, quand on commence à détricoter, mais c'était très bien dit par Maëlle et Laurence, hein, il y a vraiment tout qui doit bouger en fait. Et que ça, c'est certainement la première chose. Ce qu'on voit au niveau européen, au niveau de l'Union, c'est que c'est quand même rentré là, parce que Maëlle évoquait les questions locales, le niveau national, etc. Au niveau européen, c'est quand même rentré dans les priorités assez fortement depuis, on va dire, quelques années, mais là, très fortement sur la nouvelle programmation. C'est rentré dans le plan de travail culturel, par exemple, le programme de travail culturel de l'Union 2019-2022, c'est rentré dans le programme Europe Créative. Et c'est rentré pas sur le fait de se dire on va commencer à financer des projets sûrs, mais est-ce que par exemple tout type de projet aujourd'hui qu'on soutiendrait quand on a une activité de politique publique, on considère que par exemple l'égalité homme-femme c'est quelque chose d'important et que tout projet en fait aujourd'hui doit se poser la question. De la même manière que sur des questions par exemple d'éco-responsabilité ou de rapport à l'écologie aujourd'hui. C'est mon premier point. Je dirais le deuxième aussi, c'est on voit qu'en fait, c'est un chantier en fait, qui est, pour le prendre, il y a à la fois de l'individuel, mais il y a un sacré besoin aussi de collectif en fait, et de beaucoup d'échanges, parce que finalement, ça demande à la fois de comprendre, en fait, de décortiquer, d'avoir de la donnée, comprendre les situations d'inégalité, comprendre pourquoi on a ces représentations, qu'est-ce qui peut le faire, qu'est-ce qui a fonctionné à un endroit et qui n'a pas fonctionné. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dans différents secteurs, hein, culturels ou pas d'ailleurs, que comme en plus, c'est un peu les mêmes, mais finalement, c'est les mêmes mécanismes, même si après, des fois, ce n'est pas exactement les mêmes situations. Il y a aussi besoin aujourd'hui d'endroits collectifs, peut-être où on en échange, où on échange de la pratique, que c'est aussi d'autres réseaux, enfin, ce que disait Laurence, hein, c'est d'autres prospections, d'autres réseaux. Donc, effectivement, c'est un gros chantier. Il y a besoin vraiment de collectifs là-dessus, à toutes les échelles, je dirais, parce que seul, c'est quand même très compliqué face à ça. Peut-être un autre point aussi, c'est, puisqu'on parlait des questions culturelles et européennes, c'est peut-être aussi de voir en quoi c'est représentatif aussi des questions culturelles qui se posent à nous peut-être plus largement, parce que ce qu'on voit en fait derrière, c'est quand même qu'on a une culture européenne qui, à un moment donné, s'est construite dans des très bonnes choses et dans des choses qui ont été peut-être
un tout petit peu à déconstruire aujourd'hui. Et quand je dis un tout petit peu, c'est un très, très grand euphémisme. Donc, et on le voit parce que cette question d'égalité homme-femme, elle renvoie quand même beaucoup à des questions de domination, à des questions de rapport à la diversité, à des questions aussi à un moment donné qu'on a eu une culture qui s'est, si on reprend le rapport à la nature par exemple, fondée sur des phénomènes d'exploitation, de captation. Si on a une difficulté aussi à prendre la question des coloniales aujourd'hui, et qu'il y a quelque chose qui est pas, là aussi, c'est pas, il y a l'égalité homme-femme, mais c'est représentatif culturellement de beaucoup de déconstruction qu'on a à faire en fait sur nos propres modes de vie, sur nos propres modes vraiment oui, de comment on vit en fait en société, qu'est-ce qu'on a trouvé normal ou pas en fait dans nos modes de relation, comment on a construit nos modes de relation, etc. Et que ça, c'est un gros chantier aussi ouvert, et qu'il faut aller jusque-là, parce que si on ne va pas en fait jusque-là, il va nous manquer en fait à un moment donné un bout, je dirais, un très grand bout, parce que c'est par là aussi que ça se déconstruit. Vous avez beaucoup, par exemple, aujourd'hui, de réflexions sur les questions d'écoféminisme, qui essaient de travailler aussi à une lecture de comment on lit les mêmes mécanismes de domination en fait, qui se sont appuyés. C'est la même chose sur les liens avec les questions décoloniales. Et peut-être pour finir, juste pour s'appliquer aussi, parce que Laurence, elle dit on est prescripteur, et il me semble qu'en fait, on est un peu tous prescripteurs, en fait. Donc, il y a quelque chose déjà, par exemple, si je prends, nous, notre structure au relais, ça se traduit très directement, en fait, dans notre travail, puisque, par exemple, dans tout ce qu'on travaille en formation sur l'innovation culturelle et sociale européenne, c'est tout un champ en fait de réflexion qu'on va intégrer, puisque on ne peut pas repenser la question culturelle sans ça. Sur les questions de groupes collectifs qu'on anime, oui, il y aura forcément, c'est quelque chose qu'on prend, qu'on prend à bras le corps, mais aussi des choses peut-être plus simples. Mais quand on organise des débats, c'est clair, on a une activité de service public, on a une mission de service public, on intervient dans l'espace public, donc un peu ce qui était dit aussi, qui on choisit comme intervenants, à quelle position on les place, que quand on organise quelque chose, il n'y a pas, par exemple, des sachants où c'est toujours finalement des professeurs hommes d'un certain âge en fait qui vont représenter une position en fait d'autorité, et ça peut aller après jusqu'à des questions qui peuvent paraître aussi plus lointaines mais qui pour nous ne le sont pas. Est-ce qu'on utilise de l'écriture inclusive ou pas? Donc je dirais qu'il y a aussi même voilà, dans notre pratique à nous, ça va de le contenu jusqu'à nous-mêmes, en fait, se poser la question. Alors, ça fait des débats, même à l'interne, donc mais voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Oui, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas un chantier technique comme on pourrait traiter, je sais pas, une question d'un point de financement, des évolutions juridiques. En fait, à chaque fois qu'on interroge des structures comme ça qui s'attaquent au sujet de l'égalité femmes-hommes, on voit bien qu'en fait, ça vient, si on s'y penche vraiment sérieusement, ça vient irriguer et transformer considérablement les pratiques, et puis en plus ça met en jeu les représentations de chacun et de chacune au sein de l'organisation. On ne peut pas laisser notre petit costume social et privé à la porte de la structure en disant là on va juste parler professionnel. En fait, ça vient, c'est vraiment une notion culturelle au sens propre, la question de la représentation qu'on se fait de la place des femmes et du rôle des femmes et des hommes dans une société. Puis on en est tous producteurs aussi, en tant Exactement. dès qu'on organise dès qu'on fait quoi que ce soit en fait. Et c'est par là aussi que c'est important de commencer. Ouais. Il n'y a rien qui est anodin en fait pas de pratique anodine. Alors nous en plus on a une part de public dans le sens où mais c'est voilà, c'est bon. Merci Laurence. Clémentine, au sein de KEA, vous, est-ce que c'est une dimension aussi qui monte? Comment vous, au sein de votre entreprise, comment vous en êtes saisi? Comment vous la voyez apparaître? Alors moi aussi, je vais faire une petite parenthèse comme Maëlle l'a fait en introduction. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste des questions de genre et de culture, mais voilà, pour répondre à votre question, et je pense que Laurence vient de le dire aussi, c'est une thématique qui était déjà présente
dans nos travaux, puisque donc, nous, on fait des travaux qui s'apparentent des travaux de recherche au sein de projets européens ou pour commandités par des institutions. Et c'est quelque chose qui a effectivement pris une ampleur croissante, on va dire, les 6 dernières années, effectivement avec un fort impact, je pense, sur la psychologie, sur la conscience de ce problème au niveau du secteur culturel après MeToo, évidemment. Je pense qu'il y a eu quand même un fort impact. Donc, c'est quelque chose qui faisait pas vraiment partie, disons, quand on faisait un panorama peut-être du secteur culturel et créatif en Europe, on va parler beaucoup d'économie, parce que ça aussi, c'était important d'en parler, parce qu'il y a eu besoin d'une prise de conscience des pouvoirs publics européens, mais aussi nationaux, de l'importance de la culture en tant que secteur économique. Mais pas que, et du coup la dimension de l'égalité des genres, et aujourd'hui même au-delà la dimension de la diversité en général dans à la fois les structures et les représentations, c'est quelque chose qui devient incontournable. Et je pense qu'il y a un travail à la fois technique, comme vous avez mentionné, sur les chiffres pour faire, voilà, qu'est-ce que c'est que cette réalité pour la faire connaître. Et là, il y a de plus en plus d'initiatives qui cartographient, voilà, la structuration du secteur. Il y a ce travail réflexif. Je pense qu'on peut quand même saluer à la fois le travail des structures de Maëlle et de Laurence, mais aussi tout le travail des réseaux et des structures européens, des partenaires sociaux aussi au niveau européen qui ont fait ce travail de comprendre quelles étaient les inégalités, à quel niveau elles se situaient dans leur filière, dans leur secteur, et de réfléchir ensemble à ce collectif dont on vient de parler, ce besoin d'échanger et le rôle réflexif et volontariste, c'est quelque chose qu'on voit quand même émerger. Donc moi, je suis plus, comment dire, spectatrice de ça, et à la fois je me nourris, voilà, on essaye d'aller chercher des chiffres un peu partout où on peut les trouver pour démontrer à quel niveau se trouvent ces inégalités et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne. Donc c'est effectivement une thématique qui est émergente et même maintenant très actuelle et assez prise en considération. Peut-être, comme on a parlé de quelques chiffres et Maëlle et Laurence ont évoqué les chiffres pour eux-mêmes, ou en tout cas des tendances, c'est tout à fait représentatif de ce qui se passe en Europe. On voit au niveau européen, par exemple, qu'il y a énormément de femmes qui sont diplômées dans des secteurs culturels. Ça, c'est mesuré par Eurostat, qui est l'organisme statistique européen. Mais ensuite, quand on va voir dans chacun des secteurs, on se rend compte que les positions managériales, les positions artistiques très élevées sont occupées davantage par des hommes. Ça, c'est très général en Europe. Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres sur l'égalité. On peut penser aux pays baltes ou aux pays nordiques, scandinaves en général, qui sont un peu plus avancés, et qui ont aussi des réflexions au sein de leur secteur qui sont assez poussées, avec des publications régulières, par exemple, sous forme un peu d'observatoire, ce qu'on mentionnait en début de webinaire. On a des écarts salariaux qui sont très importants, qui sont mis à jour au niveau européen. Par exemple, là, je lisais une note du Parlement européen qui, à mon avis, est sortie très récemment, puisqu'elle était dans le communiqué de Culture Action Europe, qui est un des réseaux européens, sur les écarts salariaux de 30% entre hommes et femmes dans le secteur de la musique. Et il y avait aussi une statistique intéressante qui concernait la France dans cette note, qui disait que parmi les 10% de personnes qui travaillent dans la culture et qui gagnent le plus, parmi les 10% qui travaillent dans le secteur culturel et qui gagnent le moins, on a 57% de femmes. Mais dans la partie, dans les 1% qui touchent le plus, ben là, on n'a plus que 27%. Donc, les statistiques françaises sont assez proches des statistiques européennes, mis à part, voilà, ce que je disais, les pays baltes et scandinaves vont être un peu plus égalitaires à ce niveau-là. Du point de vue de la représentation, il y a une étude récente qui est sortie par la Convention des théâtres européens, qui est une association de théâtre public en Europe, qui montre qu'on a 43% des personnages sur scène qui sont des femmes, et donc 57% masculins. Mais on n'a presque pas de représentation de minorité, par exemple. Donc, il y a un travail quand même réflexif qui est fait par ces réseaux européens, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut saluer, même si, évidemment, on peut toujours aller plus loin.
Et enfin, du point de vue du point de vue institution, on en a déjà un petit peu parlé avec Laurence, du point de vue qu'est-ce que fait l'Union européenne en tant qu'institution. Elle finance déjà pas mal de ses projets de recherche. Il faut savoir que l'Union européenne promeut normalement l'égalité dans ses traités. C'est quelque chose qui fait aussi partie de la charte des droits fondamentaux. Donc c'est une thématique qui est là, mais qui a vraiment pris de l'ampleur au niveau des projets. On a des projets financés par Europe Créative, pas beaucoup, qui prennent vraiment cette thématique à bras-le-corps. On a aussi pas mal de projets Erasmus+, qui sont intéressants, et je pense que, par exemple, pour faire écho à ce que disait Laurence sur le changement systémique, on a un projet qui s'appelle Shift Culture, qui est un projet de formation donc financé par Erasmus+, pour les organisations culturelles sur des thématiques comme l'environnement, le leadership culturel, les thématiques de genre et relations de pouvoir. Les deux sont mises ensemble, c'est assez intéressant. Et l'inclusion. Donc là, on va avoir des échanges de bonnes pratiques, on va encourager, certains partenaires vont faire un travail au sein de leur organisation pour comprendre quelles sont les dynamiques de pouvoir, la place des femmes. Donc, ce sont des choses qui existent. On ne va pas dire qu'il y a pléthore de projets, mais il y en a quand même quelques-uns qui font des choses intéressantes et qu'il faut saluer. Ouais. Malheureusement, on arrive déjà à la fin. Et moi, du coup, merci Clémentine. Moi, je vais conclure avec, justement, je vais rebondir sur ces programmes européens qui peuvent donner peut-être matière à approfondir aux gens qui nous ont écoutés. On avait identifié aussi ensemble un programme qui s'appelle Global Film Art, qui est un programme de mentorat de femmes créatrices et artistes, et qui est un programme Erasmus+ également. Un programme européen qui a été soutenu par l'Europe également, mais à l'origine qui était initié par une fondation, la fondation PRS, que le programme Key Change, qui est un programme de valorisation de l'égalité femmes-hommes dans la programmation musicale des festivals et des lieux, et que je vous invite d'ailleurs, je ne sais pas si Laurence l'a rejoint. C'était le réseau dont je voulais parler. Ah, bah alors c'est parfait, voilà, la boucle est bouclée. Et vous êtes signataire du coup? Non, on n'est pas encore signataire de il faut absolument. Parce qu'en plus, derrière, alors pour vous, je ne suis pas sûre que vous en ayez complètement besoin, mais pour des structures qui voudraient un peu avancer, il y a quand même il y a une dimension conseil et mise en relation avec d'autres structures, festivals, tout ça, qui ont avancé sur les questions d'égalité. Donc, je pense que c'est des réseaux qu'il est intéressant d'investir. Et puis c'est aussi Laurence qui m'avait fléché un programme développé par le Festival d'Aix Art Lyrique qui s'appelle Women Opera Makers, et qui est destiné aussi, c'est aussi un programme de mentorat. Alors, il faut savoir que sur la matière d'égalité femmes-hommes, en ce moment, ce qu'elle vend en poupe quand même beaucoup, ce sont les programmes de mentorat pour soit permettre à des femmes d'émerger dans la profession, ou c'est dans le cas du cinéma, par exemple, aussi pour rester dans le secteur, parce que souvent, c'est une problématique encore plus forte que le fait d'émerger, parce qu'on a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui sortent des écoles, donc on n'a pas de problème de formation, on n'a pas tellement de problème d'intégration immédiate, d'accès à la professionnalisation, mais la difficulté, c'est de rester dans le milieu. Donc le mentorat est Pouvez-vous écrire ces programmes européens, s'il vous plaît, dans le chat? Oui, on va le faire tout à l'heure, puisqu'on va maintenant passer, on va quitter nos auditeurs et nos auditrices de radio pour passer à la phase questions. Et puis, on vous donnera comme ça dans le chat les références qui ont été données pour aller plus loin sur des programmes existants financés par l'Europe, ou en tous les cas déployés à l'échelle européenne. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous avais dit que ce serait frustrant parce que ce serait trop court. Eh bien, ça a été le cas. Mais en tous les cas, j'espère que ça a attisé la curiosité des unes et des autres. Et on vous donne rendez-vous avec la Maison de l'Europe pour d'autres webinaires sur d'autres sujets, parce que les sujets sont vastes et nombreux. Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Et on a d'ailleurs une question dans le chat pour continuer l'échange d'Olivier Brunet qui nous demande quels sont à votre connaissance les pays d'Europe les plus exemplaires en termes de place des femmes dans des fonctions de direction dans le domaine culturel. Alors, on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, mais est-ce que peut-être l'un de nos invités souhaite compléter ce qui a déjà été un petit peu dit?
Peut-être Laurence Aubron, est-ce que tu as connaissance de pays européens qui seraient… Je pense que c'est l'autre Laurence qui en a parlé également, ou Clémentine, mais ce sont les pays scandinaves, en fait. C'est ceux qui sont les plus avancés sur ces politiques-là. Enfin, voilà, ils sont toujours exemplaires là-dessus et voilà, il n'y a pas d'autres, enfin, à ma connaissance en tout cas, après, il faut peut-être demander aux filles, et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc, Moi, ce que je peux ajouter, c'est que c'est le réseau EVA, EWA, donc des femmes de l'audiovisuel européen, qui avait produit une étude sur la période 2006-2013 sur la situation des femmes réalisatrices à travers l'Europe. Et qui montrait qu'effectivement, c'est dans les pays scandinaves qu'on trouve la plus grande part de femmes réalisatrices, mais il fallait mettre quand même aussi un bémol à ça, c'est qu'il y avait beaucoup moins de films financés par les fonds publics dans les pays scandinaves que par exemple en France. Donc en France, on avait de moins bons scores de part des femmes dans les femmes réalisatrices. On est encore aujourd'hui aux alentours de 20-25% de femmes réalisatrices, mais on en a beaucoup plus en nombre du fait que le cinéma est extrêmement bien financé en France par rapport aux autres pays européens. Donc, c'est aussi toute la question des chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire à chaque fois. Et moi aussi, j'ai fait un peu des recherches pour cette table ronde et on n'a pas d'observatoire européen qui soit dédié à la question des questions de genre dans la culture. Alors, il y a un observatoire européen, d'ailleurs, si certains ne le connaissent pas, c'est l'Institut du genre, la EIGE, donc on peut peut-être le mettre dans le chat aussi, qui produit pas mal des études, mais aussi beaucoup de recommandations pour la prise en compte des questions de genre dans la conduite des politiques publiques dans divers secteurs, et qui produit des études. Donc, il y en avait une sur la question qui s'appelait Gender in Culture, qui a été publiée en 2017 et qui est disponible sur le site. Et sinon, c'est plutôt des études… moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt à l'initiative en fait de réseaux professionnels. Donc, il y a Eva, là, comme je vous avais dit, des femmes, des professionnels de l'audiovisuel, mais il y a aussi la Fédération internationale des acteurs qui avait produit une étude en 2010, donc elle commence à dater, mais finalement sur les mécanismes comme dont parlait Laurence Baronne, on est toujours sur la même chose, et qui s'appelait « Lutter contre les stéréotypes liés au genre et promouvoir l'égalité des chances dans les secteurs du cinéma, de la télévision et du théâtre en Europe », avec un certain nombre de focus sur les bonnes pratiques. C'était vraiment orienté bonnes pratiques, donc ça peut être assez inspirant d'aller voir déjà ce qui en 2010 avait été repéré dans certains pays. Voilà, moi c'est les études que j'ai identifiées. Si vous, tu as parlé tout à l'heure, Clémentine, d'une étude qui vient de sortir sur le théâtre. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ou au moins donner les références qui pourraient être données du coup dans le chat? Oui, je l'ai mise dans le chat, mais je n'ai pas mis de petite introduction. Donc, c'est europeantheatre.eu. Donc, c'est la European Theatre Convention, qui est ce réseau de théâtre public en Europe, qui a fait une étude au sein de 22 pays représentés, plus de 4000 employés du secteur du théâtre, 11 500 artistes sur 650 performances. Donc, c'est une étude assez importante qui a été soutenue par l'Université catholique de Louvain en Belgique. Mais c'est une initiative du réseau de s'auto-examiner et d'essayer de comprendre voilà, qui est-ce qu'on programme, qui est-ce qui est sur scène, qui est-ce qui est derrière la scène. Et donc, voilà, ce que l'étude montre, c'est qu'effectivement, les femmes sont aussi dans des situations plus précaires, malgré le fait qu'on parle de théâtre public qui souvent offre des opportunités plus stables. Ben là, même au sein de théâtre public, on a cette situation de précarité, et ça, c'est quelque chose qui est aussi, au-delà du chiffre, on a tant de pourcents pour telle position, pour tel type d'activité culturelle, on a aussi cette question du statut qui est très important. Et voilà ce qu'on disait tout à l'heure, dès qu'on commence à creuser un petit peu, on voit qu'il y a ces mécanismes aussi qui sont propres au secteur, d'emploi dans le secteur, qui sont défavorables en fait à la position des femmes dans ces secteurs. Je n'irai pas plus loin, mais on pourrait continuer avec ce que fait la crise Covid.
et aller Je plus vous ai loin. mis du coup aussi pour compléter une étude qui est sortie qui est générale sur les secteurs culturels et créatifs et le gender gap, et qui est assez récente. Parce que, en fait, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de bouts comme ça, en fait, pour le moment. Des bribes par bout de réseau, des bribes par, comment on appelle ça, par filière, etc. Et que c'est pas évident d'avoir de la donnée consolidée, en fait, au niveau européen. Alors, en plus, si on va dans des choses très fines, qui a un gros enjeu, en fait, là, de consolidation et vraiment d'avoir au moins objectivé une situation, en fait. Bah, au niveau national, c'est déjà un peu le cas, hein, parce que si on prend l'observatoire du ministère de la Culture, en fait, c'est un observatoire qui fait de la collecte de données. Alors, il en produit un peu, mais sinon, c'est de la compilation de données qui vient d'ailleurs et qui est parfois pas tout à fait suivie dans le temps ou alors pas annuellement, etc. Donc, c'est un vrai sujet, la question de l'observation. Et qui pourrait être un peu stabilisé s'il y a parce que là, a priori, dans les prochaines conventions pluriannuelles d'objectifs, le ministère de la Culture va mettre en place des objectifs chiffrés de progression adossés à des indicateurs dont les méthodologies de calcul sont imposées. Donc, on peut les contester ou pas toujours être d'accord avec le fait que ça va venir encourager le pilotage de ces indicateurs et donc laisser dans l'ombre d'autres actions. Mais au moins, ça a le mérite de donner des méthodes de calcul qui seront les mêmes pour tout le monde et donc qui permettront au moins d'avoir des données uniformisées pour toutes les scènes labellisées, quoi. Ouais. Alors, j'ai reposté ta référence, Laurence Baronne, parce que tu l'avais mise à panéliste et pas panéliste et participant. Mais c'est pas grave. C'est les joies du webinaire. Pardon, les fins d'après-midi sur Zoom. Donc, et puis, je ne sais pas si Anissa, est-ce que tu peux mettre parce que je n'ai pas sous la main l'adresse peut-être de l'Institut EIGE, tu le connais? EIGE. Voilà, il y avait ça. On a parlé du programme, donc Key Change. Programme aussi Global Film Art. C'est pas facile de parler et de poster des choses en même temps. Programme Women Makers. Voilà, donc. Excusez-moi, ce qu'on peut peut-être proposer, c'est que quand on va mettre le lien du webinaire Anissa sur le site, on mette aussi les références que les unes et les autres vous aurez compilées, et comme ça fera une petite base de données pour celles et ceux qui nous suivent et celles et ceux qui iront sur le site ensuite. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait des questions tout à l'heure qui étaient restées en jachère, Anissa? Non, du coup, tout a été répondu un peu au fil de l'eau. Et puis, la seule question qui restait un peu en suspens, je l'ai déjà posée. Donc, du côté des participants, il n'y avait pas d'autres questions. D'accord. Eh bien, on s'arrête là ou vous souhaitez apporter une dernière ressource, contribution que vous auriez oubliée ou que vous auriez été frustré de ne pas apporter? Non, je dis qu'on a beaux représentants, on pourrait presque monter quelque chose tous ensemble là. Voilà. Et imposer les choses tous ensemble. Mais toi, c'est ta maladie du projet collectif, Laurence. Non, mais quand tu fais des rencontres. On a tous les noms et je pense qu'il y a quelque chose à faire et à imposer et continuer justement cette démarche-là. J'allais le dire, en fait, là, peut-être pour dire un petit mot de conclusion, si tu me permets, Maud. Bien sûr.
l'objectif vraiment de la Maison de l'Europe, c'est de diffuser les problématiques, de diffuser les informations, de diffuser les références, mais c'est aussi de créer des espaces de collaboration, de discussion, de projets qui vont se faire, qui ne vont pas se faire, mais qui en tous les cas auront eu l'espace de nous laisser imaginer des choses. Et moi, je suis très heureuse qu'on ait pu avoir d'une part ces expériences. Pour certaines, on les connaît plus que d'autres, mais aussi d'avoir des référents et puis des personnes ressources qu'on peut solliciter à différents moments. Et en tous les cas, si vous avez envie de monter des choses en commun, si vous avez envie de rencontrer d'autres acteurs sur ces enjeux européens, sur le champ culturel et sur d'autres champs, bien en tous les cas, la Maison de l'Europe, c'est son rôle, elle est là pour ça. Et les salariés, les bénévoles de la Maison de l'Europe sont aussi là pour pour faire émerger les projets et pour créer les connexions. En tous les cas, là, elle remplit son rôle, pour rebondir sur ce que disait Laurence. Non, puis moi, je voudrais terminer sur quelque chose. En fait, je me dis que tant que ce milieu restera largement occupé par des représentants masculins, on se privera réellement pendant encore très très longtemps, à mon avis, de vision du monde et de la culture et de pans entiers du monde et de culture, quoi. Ça manquera toujours à l'appel si on n'arrive pas à changer justement ça de façon plus que systémique, comme je disais, Laurence. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance puisque pour la plupart d'entre vous, on ne se connaissait pas. Donc, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échange et voire de collaboration, qui sait. Et je remercie encore une fois Karine, Daniel et puis Anissa et puis Céline, je crois, la directrice qui nous écoute, pour leur invitation. Et eh bien, on va se quitter là-dessus. C'est toujours un peu bizarre de raccrocher pour se dire au revoir. Bon, ben, salut. Alors, normalement, à la Maison de l'Europe, on fait un pot, hein, mais là, évidemment… On va être obligé d'aller se servir dans nos propres frigos. Dans notre propre frigo. Merci à tous en tout cas pour votre participation. C'était un échange extrêmement intéressant. Et puis n'hésitez pas à reprendre contact avec nous, les auditeurs, s'il y a d'autres questions. On sera le relais auprès de nos intervenants. Et merci Maud pour l'animation de cette table ronde. Je vous en prie. C'était super. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir tout le monde. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée.